Bonjour les élèves. Alors aujourd'hui, nous allons terminer ensemble la leçon de la décroissance radioactive. On s'est arrêté à la radioactivité. On a vu les trois types de radioactivité, à savoir radioactivité alpha, bêta plus et bêta moins. Et on a vu que toujours les trois activités qu'on a étudiées s'accompagnent de l'émission d'une particule matérielle, à savoir alpha, ou bien bêta plus, ou bien bêta moins. Il nous reste un type de radioactivité appelé radioactivité gamma, et ce type de radioactivité, il s'accompagne de l'émission non pas d'une particule matérielle, mais d'une radiation électromagnétique appelée gamma. Alors, petite idée, radioactivité gamma. En général, lors d'une désintégration, que ce soit alpha ou bien bêta, le noyau fils ne se trouve pas dans son état la plus stable. On dit qu'il se trouve dans un état excité. Alors, cet état excité est caractérisé par un excédent d'énergie. Ça veut dire que le noyau fils possède un surplus d'énergie qui le rend instable. Donc, ce noyau va chercher à se débarrasser de cet excédent d'énergie pour avoir un état stable appelé état fondamental. Donc, par exemple, si je représente ces états dans un diagramme d'énergie, voilà. Alors, l'état fondamental est caractérisé par un minimum d'énergie que je vais noter par E0. Donc, c'est l'état fondamental. État fondamental. Et les autres états sont plusieurs. Voilà. Donc, ici, on a E1, E2, E3. Alors, ces états sont appelés états excités. États excités. Donc, en général, après la désintégration alpha ou bien bêta, le noyau peut se trouver dans l'une de ces états. Supposons qu'il se trouve dans cet état. Le noyau fils. A, Z. Alors, pour désigner qu'il se trouve dans cet état, je mets ici étoile. Alors là, cet excédent d'énergie ne permet pas au noyau fils d'avoir un état stable. Donc, ce qu'il va chercher, c'est qu'il va se débarrasser de cette énergie par émission d'une radiation électromagnétique qui va transporter l'excédent d'énergie et le noyau revient à son état fondamental, Y à Z. Donc, il n'est pas excité par l'émission de quoi? Par l'émission d'une radiation électromagnétique gamma. Et on représente cette désintégration. En fait, ce n'est pas tout à fait une désintégration, mais c'est une radioactivité. Alors, on a le noyau fils qui se trouve dans un état excité, à Z. Donc, pour revenir à son état fondamental, où il y a plus de stabilité, ça veut dire énergie minimale équivalent à dire que stabilité maximale, à Z, en émettant une radiation électromagnétique, gamma, qui transporte la différence de l'énergie entre E1 et E2. Ça veut dire que l'énergie transportée par gamma, c'est delta E, qui est égal à E1 moins E0. Voilà. Alors, donc, ce qu'on doit retenir, c'est que lors de cette radioactivité, la nature du noyau ou bien du nucléide n'a pas changé. Ça veut dire que le noyau garde ses nucléons, son nombre de nucléons et le nombre de protons. Alors voilà pour cette radioactivité. Alors là, je vais clôturer cette radioactivité par les familles radioactives. Donc, c'est pas moi, paragraphe numéro combien, je n'ai pas ramené avec moi les documents. Radio ou bien famille radioactive. Famille radioactive. Bon,
Alors, supposons, donc, dans le diagramme de Segre, ok, alors voilà la vallée de stabilité. Voilà, vallée de stabilité. Vallée de stabilité. Supposons qu'on a un noyau, ok, qui se trouve hors de la vallée de stabilité et précisément un noyau lourd. Donc, puisque ce noyau est instable, parce que tous les noyaux qui se trouvent en dehors de la vallée de stabilité sont instables. Alors, ce noyau-là va subir une désintégration. Ok. Donc, supposons qu'on a le noyau, par exemple, X1, ok. Donc, suite à une désintégration, donc le noyau produit se trouve dans un état plus stable que celui-là. Bon, supposons qu'on a obtenu X2, ok. Donc, par l'émission, par exemple, d'une radiation ou bien d'un rayonnement alpha. Ce noyau-là, à son tour, n'est pas stable. Donc, il va subir une désintégration. Donc, peu importe alpha ou bien bêta, pour se transformer en un noyau X3. Alors, X3, à son tour, n'est pas stable. Donc, ce qu'il va faire, il va subir une désintégration. Ok, et ce processus continue jusqu'à ce qu'on obtient un dernier noyau, ok, qui va se trouver dans la vallée de stabilité qu'on va noter par Xn. Donc, puisque ce noyau se trouve dans la vallée de stabilité, donc elle est stable. Alors, ce noyau que je note par Xn, c'est le dernier descendant du noyau X1. Alors, qu'est-ce qu'on entend par famille radioactive? C'est l'ensemble de ces noyaux, X1, X2, X3, jusqu'à Xn. Ok? Alors, donc, ça veut dire que le noyau radioactif initial et ses descendants constituent une famille radioactive. Okay? Et dans la nature, on a 4 familles radioactives. On a l'uranium U-238, et puis le neptunium 237, thorium, ok, et donc thorium, je ne me rappelle pas de son nombre de nucléons, et l'uranium 235. Okay. Alors tous ces noyaux, initialement ils sont instables, ce sont des noyaux lourds, ils se trouvent hors de la vallée de stabilité, donc chacun d'eux subit une désintégration ou bien des désintégrations successives jusqu'à ce que le dernier descendant se trouve dans la vallée de stabilité. Par exemple, pour l'uranium U-238, le dernier descendant de ce noyau qui se trouve dans la vallée de stabilité, c'est le plomb Pb206. Ok. Bon, maintenant, on va passer à la dernière paragraphe. Donc, la dernière paragraphe, c'est quoi? On va chercher une loi ou bien une fonction mathématique qui régit l'évolution macroscopique d'un échantillon radioactif ou bien d'un ensemble de noyaux radioactifs. Donc cette fonction est appelée loi de décroissance radioactive. Donc là, la dernière paragraphe. Loi de désintégration radioactive. Donc voilà, grand 3. Loi de désintégration ou bien de décroissance, pardon, loi de décroissance radioactive. Loi de décroissance radioactive. Alors, je vérifie si la caméra fonctionne. Alors oui. Bon, donc on avait dit que la radioactivité est un phénomène aléatoire. Et j'ai expliqué aléatoire veut dire que un noyau
donc radioactif, on ne peut pas savoir la date de son ou bien de sa désintégration, ok? Mais tôt ou tard, d'après le déterminisme, il va subir une désintégration, ok? Alors on ne peut pas étudier l'évolution d'un seul noyau. C'est pour cela qu'on va étudier l'évolution macroscopique d'un ensemble de noyaux, ok? Alors supposons premièrement, on va commencer par cette loi. Ou bien, donc, avant d'écrire le titre, ok, je vais expliquer, et puis on va écrire le titre. Donc, on va supposer qu'à l'instant t égale à 0, on possède N0 noyau radioactif. Noyau radioactif. Actif. Ok? Et à l'instant T, alors donc parmi plusieurs noyaux, ok, parmi ces N0 noyaux vont subir des désintégrations et il va nous rester N noyaux. Donc à T, on a N noyaux radioactifs. Alors, le principe, ou bien l'idée, est que le nombre de noyaux qui subit la désintégration à l'instant T est proportionnel au nombre de noyaux présents à l'instant T. Ok? Donc, le nombre de noyaux qui subissent la désintégration à T est proportionnel au nombre de noyaux présents à l'instant T. Ok? Alors donc on va convertir cette proposition qui est vraie, ok, mathématique, en équation mathématique. Donc le nombre de noyaux qui subissent la désintégration à l'instant T, ça veut dire la variation de nombre de noyaux présents à l'instant T en fonction du temps. Donc on va la noter par la dérivée de n de t divisé par dt, ou bien par rapport au temps, dt, parce que le nombre de noyaux dépend du temps. À chaque instant, il y a plusieurs noyaux qui se désintègrent. Et nous, on va chercher la loi qui régit cette désintégration. Donc, est proportionnelle au nombre de noyaux présents à l'instant t. Alors, le nombre de noyaux présents à l'instant, c'est nt, ok? Le coefficient de proportionnalité, on va le noter par lambda. Ok? Et puisque le nombre de noyaux, ok, ou bien n de t est décroissant, parce qu'à chaque fois, n diminue, du fait que plusieurs noyaux se désintègrent, se transforment. Ça veut dire que cette dérivée est négative. Donc, on doit mettre ici, parce que lambda, on va la prendre positive, et n de t, donc un nombre de noyaux, c'est positif. Là, je vais mettre moins. Ok? Et du coup, ok, on obtient dn de t sur dt, ok, plus lambda n de t égale à 0. Alors là, je dois mentionner que lambda est positive. Ok? Et n de t, pour justifier ce moins-là, est décroissante. Alors, on a obtenu une équation. L'inconnu, c'est une fonction. Alors, vous êtes habitué avec des équations de l'inconnu est un réel. Là,
l'inconnu, c'est une fonction. Okay? Alors, c'est pour cela que cette fonction, cette équation est appelée équation différentielle. Équation différentielle de la désintégration. De la désintégration. OK. Donc, équation différentielle. Équation différentielle de la désintégration. Ok, donc pour l'équation différentielle, vous allez la voir en mathématiques. Nous, on travaille en physique toujours avec des équations différentielles. L'équation différentielle, c'est une équation qui lie la fonction et ses dérivés. Par exemple, je vais donner un exemple. Supposons que la variable est x. Alors, par exemple, f seconde de x plus b f prime de x, par exemple, plus c f de x, égale à une constante ou bien égale à a de x, par exemple. Okay? Alors, cette équation, okay, qu'on ne connaît pas f de x, est appelée équation différentielle. Okay? Alors, sa résolution nécessite le calcul intégral. Vous allez voir en mathématiques. OK? Voilà. Donc, pour trouver la loi, on doit résoudre l'équation différentielle. OK? Donc, loi, petit e, loi de décroissance radioactive. Alors, cette équation admet une solution qui est une fonction mathématique appelée fonction exponentielle. Okay. Alors, donc je vais ouvrir une parenthèse pour vous présenter la fonction soi-disant exponentielle. Alors, la fonction exponentielle, c'est une fonction de puissance. OK? Donc, alors on la note par exemple f de x, ou bien f, c'est la fonction exponentielle. Donc, il est défini de r vers r plus étoile. OK? Alors, x a pour image e à la puissance x. Alors, e, c'est un nombre réel. E, donc, je ne me rappelle pas exactement sa valeur. Donc, c'est à peu près égal à 2,7. OK? OK? Donc, E, c'est un nombre réel. Alors, c'est une fonction de puissance. Bon, pour les limites, alors donc, il est défini dans R. Alors, la limite de EX, quand x tend vers moins l'infini, ok? Alors donc, vous allez deviner, ou bien vous pouvez savoir sa limite. Donc, un réel, lorsqu'on le porte à une puissance d'un nombre négatif, ok, très très petit, ça va donner 0. Ok. Et la limite de Ex quand x tend vers plus l'infini, donc égale à plus l'infini. Alors E à la puissance 0, donc vous savez tous qu'un réel à la puissance 0, ça va donner 1. Ok. Et E à la puissance 1, bien sûr, égale à E. Ok. Alors E, donc on peut le trouver dans notre calculatrice. Bon, alors pour la représentation graphique de cette fonction, ok, alors là on a x et ex. Alors pour donc 0 c'est 1, voilà, 1 a pour image 0. Excusez-moi, donc voilà, alors ici 0. Donc, pour 0, j'ai dit qu'on a ici 1. OK. Et pour 1, on a E.
Voilà. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, donc cet axe est une asymptote. Alors voilà. Et là, il tend vers l'infini. Alors, cette fonction est caractérisée par une très grande croissance. Ça veut dire qu'il croît très vite en comparaison avec les autres fonctions. Ok. Alors, ce qui est important pour nous, ok, pour cette fonction, donc c'est, premièrement, c'est une solution de notre équation, et deuxièmement, est que pour y appartient, ça veut dire l'image, à R plus étoile, ok? Donc si y égale à EX, dans ce cas, pour trouver x, on a recours à la fonction réciproque de l'exponentielle. Et la fonction réciproque de l'exponentielle, c'est le logarithme à base E. Qu'on appelle logarithme népérien. Donc égal à logarithme népérien de y. Ça veut dire que le logarithme népérien est la fonction réciproque de l'exponentielle. Alors vous savez que pour la trouver, donc je peux graphiquement, donc on représente cette bisectrice, ok? Et l'image de cette courbe par cette bisectrice nous donne le logarithme népérien. Donc c'est, voilà, ok, on va trouver ça. Ok. Alors, le logarithme népérien, il a les mêmes propriétés, mêmes caractéristiques que le logarithme à base 10 que j'avais déjà expliqué au cours d'une leçon de la chimie. Ok. Transformation qui se déroule dans les deux sens. Ok. Si vous voulez, vous pouvez revenir à cette vidéo pour voir un aperçu sur le logarithme décimal. Il a les mêmes propriétés, mêmes caractéristiques que le logarithme népérien, sauf que, alors puisque le logarithme décimal, ça veut dire à base 10, alors donc lorsque le logarithme de base A, lorsqu'on applique le logarithme à cette base, on trouve 1. Ça veut dire que le logarithme de 10 égale à 1. Alors pour le logarithme népérien, puisque c'est un logarithme à base E, alors le logarithme de E égale à 1. Voilà, ok, logarithme. Donc, 1, ça veut dire voilà, ok, on a ici E. Alors donc, pour la dérivée, donc, la fonction exponentielle se caractérise par le fait que sa dérivée, ça veut dire EX' égale à elle-même, ça veut dire égale à EX, ok? Alors E AX, dérivée, égale à EX. Donc on va utiliser cette propriété-là et celle-là. Alors donc, revenons à la résolution de l'équation différentielle qui va nous donner la loi de décroissance radioactive. Bon, la solution à l'équation est la solution, bien sûr générale, à l'équation est. Donc n de t égale à une constante que je vais noter par A, exponentielle. Alors, puisque n est décroissante, ok, donc là, on aura moins lambda t. Voilà la solution générale. Alors, pour trouver la solution exacte, donc on doit revenir à l'état initial, ok, donc pour déterminer A. Alors, pour déterminer A, on a A, t égale à 0. À t égale à 0. On a n, donc égal, alors là, je remplace t par 0, je trouve que n égale à A. Donc n à t égale à 0, c'est n0. Donc ici, je vais mettre n0. Égal à A, tout simplement. Ainsi, donc la loi de
décroissance radioactive est donc n de t, ça veut dire le nombre de noyaux présents à l'instant t, égale à n0 exponentielle moins lambda t. Voilà. Alors lambda est appelée constante de désintégration radioactive ou bien constante radioactive. Constante radioactive. Bien sûr des nucléides, parce que chaque nucléide a sa propre constante de désintégration radioactive. Ça veut dire qu'elle dépend de nombre de nucléons et ainsi de nombre de protons. Donc, son unité exprimée, alors exprimée en... Alors, bien sûr, ici l'exponentiel. Donc, toujours, il s'applique sur des réels qui n'ont pas, ou bien des nombres qui n'ont pas d'unité. Alors là, lambda est exprimé en seconde moins 1. Voilà. Bon, troisièmement, je vais parler de la constante du temps. Troisièmement, constante du temps. Alors, la constante du temps, c'est quoi? Alors, on va la noter par tau. Okay. Donc, tau égale à 1 sur lambda. Elle est exprimée, bien sûr, en secondes. Voilà la constante du temps. Donc, on va voir lorsque t égale à tau, à quoi égale n0. Ok? Donc, on va remplacer ici t par tau et on trouve que donc n de tau égale à n0, ok, exponentielle. Alors tau c'est 1 sur lambda, ok, donc lambda fois 1 sur lambda, ça va donner moins 1. Alors exponentielle moins 1. Ok, et on prend notre calculatrice, on calcule e à la puissance moins 1 et on va trouver donc que à tau, n de tau égale à donc 0,37 si je me rappelle bien, ok, parce que je n'ai pas sur moi les documents et je n'ai pas le temps de prendre la calculatrice. Donc 0,37 n0. Ok. Ça veut dire que à tau, on a 37% des noyaux qui sont désintégrés, qui se trouvent donc à t égale à 0. Donc on peut trouver tau graphiquement, alors voilà. Donc lorsqu'on représente cette fonction exponentielle, alors à t égale à 0, on a n égale à n0, voilà. Et c'est une fonction décroissante, ok. Il décroît vite, ok. Voilà donc la fonction, notre fonction. Voilà. Ici, on a t. Ok? Donc, on peut montrer ça. Donc, je n'ai pas le temps de le montrer. Que donc, la tangente, ok, à la courbe qui passe par n0, voilà, il coupe l'axe des x, ou bien l'axe des abscisses, pardon, en tau. Ok? Alors, passons maintenant à la demi-vie. Donc, petit 4, demi-vie. Alors, qu'est-ce qu'on entend par demi-vie? Demi-vie, c'est un temps. La demi-vie est le temps qu'on note par t1,5 et le temps nécessaire à la désintégration de la moitié des nucléides, des noyaux, à la moitié des noyaux qui étaient présents à l'instant t égale à 0. Ok.
Donc, voyons voir le temps 1/2 ou bien demi-vie dépend de quel facteur. Alors là, on va partir de la loi de désintégration radioactive ou bien décroissance radioactive. Donc, n de t égale à n0 exponentielle moins lambda de t. Ok? Bon. A t égale à t 1/2, on a n de t 1/2 égale à quoi? Égale à n0 sur 2. Et là, on va remplacer. Donc, on a n0 exponentielle moins lambda t 1/2 égale tout simplement à n0 sur 2. Et là, je simplifie par n0. Il me reste donc exponentielle moins t 1/2 fois lambda, ok, égale à 1/2. Donc, ça veut dire que donc, exponentielle lambda t 1/2 égale à 2. Et là, je vais passer à la fonction réciproque pour trouver lambda. Donc, logarithme népérien de exponentielle lambda t 1/2 égale à logarithme népérien de 2. Et le logarithme népérien de exponentielle, il va donner t fois t 1/2 égale à logarithme de 2. Et finalement, on a t 1/2 égale tout simplement à logarithme de 2, logarithme népérien de 2 sur lambda. Voilà. Ce temps, donc, caractérise bien sûr, est propre à chaque nucléide. Ok? Et à partir de ce temps qu'on pratique la datation soit des roches ou bien des matières organiques mortes. Okay? Pour les matières organiques mortes, on utilise la datation par le carbone 14. Et pour les roches, on peut utiliser par exemple l'uranium 238. Ok? Bon, la dernière paragraphe, pour clôturer cette leçon, on va parler de l'activité radioactive. L'activité radioactive. Donc, c'est petit 5. Alors, qu'est-ce que la définition de la radioactivité, de l'activité, c'est quoi? C'est le nombre de désintégrations par unité de temps. Et on note cette radioactivité par A de T. A parce qu'il dépend de T. Alors, A de T, c'est quoi? Et le nombre de désintégrations par unité de temps. Par unité de temps. Alors, d'après sa définition, c'est une dérivée. Dérivée de quoi? De nombre de noyaux par rapport au temps. Ça veut dire que A de T égale à D de N de T sur dt. Et puisqu'on prend l'activité est positive, ok, alors et la dérivée est négative, puisque N de T est décroissante, là, on met moins. Voilà la définition de l'activité. Okay. Et puis, donc, on peut exprimer A de T en fonction de l'activité à T égale à 0. Alors, donc, A de T égale, alors, moins D sur dt de N0 exponentielle moins lambda T. Okay. Là, donc, la dérivée de l'exponentielle, donc, N0 est constante, donc, moins N0 fois la dérivée de d sur dt, de quoi? De exponentielle moins lambda t. Donc, ça va donner, alors, moins lambda t, donc c'est un facteur, moins lambda c'est un facteur, donc il va sortir
l'exponentielle et on trouve donc moins avec moins c'est plus. Donc lambda n0 exponentielle moins lambda t. Ok. Et on pose lambda n0 c'est A0, ça veut dire l'activité à t égale à 0, et on trouve finalement A de t égale à A0 exponentielle moins lambda t. Donc avec A0, l'activité à t égale à 0. Donc l'unité de l'activité, l'unité de A de t est le Becquerel. Donc en hommage au physicien qui a découvert la radioactivité par hasard. Donc un Becquerel, c'est une désintégration par seconde. Désintégration par seconde. Alors il y a des appareils plusieurs appareils qui mesurent la désintégration, ou bien l'activité, pardon. Ce sont des appareils qui détectent les particules émises par un échantillon et en plus, elles les comptent. Okay? Ils détectent les particules, elles les comptent. Et à partir de ces appareils, qu'on sache que si des noyaux sont radioactifs ou non. Et à partir de ces appareils qu'on mesure, donc l'activité dans l'air pour juger si l'air contient des particules nucléaires ou non. Bon, je m'arrête là. Merci pour votre attention et à la prochaine leçon.